Je suis là en tant que manager data chez Nickel. Nickel, c'est une possibilité d'ouvrir un compte en 5 minutes pour tous. On a 8 millions de clients, non, 3 millions de clients, 8000 points de vente, et on s'ouvre de plus en plus dans différents pays. À notre compteur, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne et la Belgique. Et aujourd'hui, je suis là pour vous partager 10 principes et vous parler de notre organisation data qui, d'après nous, nous rend 100 fois plus forts. Le premier principe, c'est de proposer une problématique à nos équipes data et de pas seulement leur demander un chiffre. En fait, pour nous, c'est essentiel. C'est comme si vous invitiez un chef étoilé et que vous lui demandiez seulement de couper les tomates. Proposez-lui de l'aide pour savoir quel est le plat qu'on peut proposer et engagez-le plutôt sur un super repas. Au quotidien, nos équipes data, elles sont engagées sur l'impact de ce qu'elles font. C'est assez essentiel. C'est-à-dire que quand elles restituent leur travail, elles s'intéressent à savoir l'action que j'ai faite, est-ce qu'elle va, alors collectivement, pas seule, est-ce qu'elle va améliorer le quotidien de mon client? Par exemple, notre data analyst qui travaille sur les connexions, son rôle n'est pas de fournir les chiffres au métier qui s'occupe des connexions. Son rôle, avec le designer, le business, les développeurs et toute l'équipe multidisciplinaire qui est autour de lui, c'est de favoriser la connexion des utilisateurs légitimes, nos clients, et d'empêcher, complexifier les connexions des utilisateurs frauduleux, les fraudeurs. Et ça, c'est essentiel parce qu'au quotidien, ça donne du sens au métier. Le deuxième principe, qui est une autre manière de le dire, c'est on ne nous demande pas uniquement des dashboards, on nous demande de fournir le livrable adapté à la solution. Récemment, j'ai fait une formation manager et quand j'ai présenté ce que je faisais, donc je suis data, la première phrase qu'elle m'a dit « Ah, donc tu fais des dashboards ». Alors oui, c'est vrai, d'ailleurs c'est une fierté, mais ce n'est pas la seule chose qu'on fait. Chez nous, la data, elle est capable de récupérer des sources, de les transformer, de mettre des tests pour assurer la cohérence de la donnée. Elle met des tables qu'elle expose à d'autres utilisateurs. Elle fait des dashboards. Elle fait aussi des notebooks ou des A4, des analyses. Ces analyses, elle peut aussi les présenter, faire une restitution. On est aussi capable de vous mettre à disposition un score qu'on vous met à disposition, par exemple, à une API. C'est important. Si vous êtes, par exemple, propriétaire d'une application, vous pourriez faire un parcours différent en fonction de ce score. Par exemple, ce score pourrait être la probabilité, je vous parlais des connexions, que la connexion soit une connexion frauduleuse. Et l'autre arme qu'on a à la data, c'est qu'on a aussi la possibilité de faire de la configuration d'outils. Et ça nous permet de générer des alertes internes, de faire des mails en interne, mais aussi de proposer des communications à nos clients, des push, des SMS, des mails à nouveau. Ça nous permet aussi de faire d'autres choses, et j'y reviendrai. Le troisième principe qu'on a, c'est qu'en fait, on traite la donnée et nos livrables comme un produit. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire que pour nous, et c'est un de nos plus grands succès actuellement, je vous ai parlé de dashboard, on a des dashboards, on veut un dashboard unifié par tribu, c'est nos domaines métiers. Ces dashboards, on les met à disposition. La première chose qu'on fait, c'est on s'assure d'avoir des nouveaux utilisateurs. Les data analysts ont fait des formations, donc ils ont formé des gens qui n'ont jamais fait de SQL de leur vie, aux rudiments de BigQuery et aux rudiments de Data Studio. Pourquoi? Pour être sûr que les dashboards mis à disposition sont utilisés et aussi que le métier ne passe pas 2 jours à attendre une information qu'il est capable de faire lui-même en 1 heure. L'autre chose, c'est qu'il s'assure que les utilisateurs sont contents
est satisfait de ce qui est utilisé. Pour ça, ils mettent à disposition des outils et des canaux de communication, notamment un chat. Ce que ça veut dire que pour un dashboard unifié de Tribe, vous avez un chat où n'importe qui peut poser sa question et la réponse sera écrite aux yeux de tous, donc elle peut profiter à n'importe qui. On n'a rien inventé, c'est un forum, mais voilà comment on le fait. La dernière chose qui, moi, me touche, c'est que donc, il y a des modifications qui sont faites pendant tout le temps, et de temps en temps, il y a un changelog qui est écrit pour rappeler les modifications majeures. Moi qui viens du jeu vidéo, je trouve que c'est toujours très important d'avoir clairement écrit ce qui a changé. Le quatrième principe, c'est quand je discute avec des collègues d'autres entreprises ou du secteur, d'autres secteurs, j'entends deux choses qui me dérangent. La première, c'est les data analystes. Quand ils vont mettre du code, ils vont casser la prod. Ça, c'est souvent, on entend ça plutôt de la partie data ing. Et des data analystes, je vais entendre ouais, j'ai fait un ticket au data ing et en fait, je comprends rien. Il me montre cette donnée et en fait, bon, bah, elle sert à rien. Je ne peux pas entraîner mon modèle avec. Chez nous, on a cassé cela. Comment? On entrepose toutes nos données dans un lac de données et à partir de la réplication de ces sources, toute la partie transformation de la donnée, exposition de la table pour tous, puis utilisation pour un dashboard, une API, le livrable adapté, ce sont les data et les data analystes qui sont responsables de faire ce code. Et ils sont responsables par rapport à leur domaine de métier. Donc tout à l'heure, je vous parlais de ce data analyst connexion. C'est lui qui met à la disposition de tous les informations de la connexion. Et on va même plus loin. Parce qu'en fait, chez nous, les data analysts, on leur donne progressivement le droit de mise en production. Aujourd'hui, 20% de nos data analysts ont le droit de mettre en production de la donnée sur leur périmètre. Nous, on pense que ce n'est pas assez. Et on veut aller plus loin. Pour faire tout ça, on utilise DBT. Et ce code, bah, on le met à la disposition de tous, mais on travaille à faire de la relecture commune. Pour s'assurer que ce qui est écrit est facile ensuite à exploiter, on s'est donné deux règles. La première, c'est d'avoir une convention de code, une manière d'écrire notre code Python ou SQL. Et la deuxième, mais qui fait partie de cette convention, on fait le choix d'avoir du code verbeux mais clair. Donc la table ne s'appelle pas A. La table s'appelle connexion des clients frauduleux, par exemple. Enfin, c'est pas possible, mais on essaye d'être le plus clair possible pour que n'importe qui puisse, en lisant le code et en ayant des rudiments de SQL ou de Python, comprendre ce qui est fait. Parfois, ça rallonge le code, mais ça le simplifie pour nous. On se force aussi, et c'est pour ça qu'on parle de 10 lignes et pas de 200 lignes, à faire des micro-merge requests. Pourquoi? En fait, ça facilite quand même grandement la compréhension. Ça facilite grandement la relecture. Et on en parlera à la fin. Souvent, ça permet, dans la demi-journée, de partir en prod. Par exemple, quand on travaille sur faire un profil technologique de nos devices, eh ben, on ne va pas faire l'inventaire de tous les champs qu'on veut dans ce profil technologique. Enfin, on va le faire. Mais la première chose qu'on va faire, c'est de commencer par une information. Par exemple, l'OS. Et la mettre à disposition. Et à partir de là, on itère. Notre sixième principe, qui est l'un des plus importants, c'est qu'on fait tout
pour rendre notre utilisateur autonome et pour s'éviter d'être indispensable. Ça veut dire que le data ingénieur, il va faire tout pour que le data analyst soit autonome. Le data analyst va tout faire pour que le métier soit autonome. Notre head of data a plutôt donc un ancien directeur technique, et donc il a cette culture CTO, cette culture de la mise en prod, cette culture de bootstrapper rapidement des applications. Et un de nos principes directeurs quand on développe, mais même quand on fait des requêtes en fait, c'est de faire un outil qui est le plus configurable possible. Par exemple, si vous faites une analyse avec une requête, eh ben, en données d'entrée, vous allez mettre les paramètres pour que le métier puisse facilement faire une simulation tout seul dès que vous lui livrez le code. Et ça, c'est essentiel et ça nous fait gagner beaucoup, vraiment beaucoup de temps. J'ai été product owner et je me vois, il y a un peu plus longtemps que ça, rédiger des tickets pour demander un filtre dans un tableau. Ben, c'est justement ce genre de choses qu'on veut éviter. On met nativement tout ce qui permet à notre utilisateur d'être autonome et de surtout pas nous contacter. Et ce principe directeur et aussi, je pense, la compétence de nos data ingénieurs et de nos développeurs data nous permet aujourd'hui, et je vous parlais des différentes options qu'on a en tant que data pour avoir de l'impact, aujourd'hui, on peut faire des alertes. On peut configurer un moteur de fraude en batch ou en temps réel. On peut configurer un moteur de communication, push, mail, SMS et mail avec réponse via Zendesk. On peut configurer un outil de graph analysis qui permet à des analystes de faire des analyses sur des cas clients. On peut aussi créer un nouvel chargement de données. Donc on n'écrit pas un formulaire aux data ingénieurs qui vont le configurer. Non, en fait, on a un outil, on configure et on configure le nouveau chargement de données qui aura lieu dans la nuit prochaine. On peut aussi configurer un nouvel export de données, très pratique pour travailler avec nos partenaires, par exemple dans le cadre de reporting réglementaire. Et on peut aussi configurer notre data portal qui liste toutes les solutions que l'on met en production. Et c'est ça, finalement, aussi une de nos plus grandes forces, c'est qu'aujourd'hui, en tant que data, on a une possibilité très variée d'actions pour impacter la production et améliorer le quotidien de nos clients. Alors, je vous ai parlé de responsabilité, d'être autonome, finalement, il y a de la confiance qui règne, mais ça génère une certaine entropie. Et cette entropie, il faut qu'on s'assure qu'elle reste propice à la créativité et à l'impact, mais qu'elle ne vienne pas créer du désordre. On a deux choses pour éviter ce désordre. La première, c'est qu'on travaille dans un monolithe. Donc on travaille tous sur le même repos. Et ça fait que, par exemple, la personne qui est responsable de la fraude va pouvoir recevoir une contribution de la personne responsable des connexions. Bien sûr que ce sera à elle de la valider et de la mettre en production. Mais l'avantage, c'est que toute la communauté peut contribuer au code. Toute la communauté peut lire le code des autres. Et c'est comme ça aussi que toute la communauté partage les mêmes conventions de code. Mais ce qui fait que ça marche, et qu'il y a vraiment une cohérence, c'est aujourd'hui le travail de nos analytics engineers, qui, eux, sont les arbitres. Ils assurent la cohérence globale, et ils ont un vrai rôle d'animateur. Récemment, et d'ailleurs, il y a un article Medium MDN qui a été co-rédigé par un de nos analytics engineers, que je vous invite à lire. Il
il y a eu un tournoi sur comment réduire de 25% nos coûts BigQuery. On a d'ailleurs 2 champions ici dans la salle. Bah, c'est quand même impressionnant de voir qu'en 3 mois, on a réussi non pas à atteindre 25%, mais à atteindre 30% de réduction de BigQuery avec une animation et des tournois. On a aussi, dans cette communauté, à cœur de s'entraider. Puisque chacun est responsabilisé sur ce périmètre, on fait beaucoup pour avoir des moments ensemble et pour pouvoir travailler ensemble sur des sujets, pour se donner le temps d'apprendre sur les sujets des autres, mais aussi prendre le temps parfois de mettre 2 heures et non pas 1 heure à traiter son propre sujet pour partager son domaine métier, pour partager son expérience. Et donc autour de ça, on a développé des rituels. Les rituels, ils fonctionnent pour nous, mais je pense que dans d'autres contextes, ils seraient différents. Ce que nous, on a mis en place, ce sont du pair programming. Une matinée par semaine, qui permet en fait de travailler à 2, 3, éventuellement plus, sur une problématique actuelle d'un des data. On a un chat, de la même manière que je vous parlais du chat pour le dashboard, on a un chat avec tous les amis de la data. Donc tous les data, et aussi les métiers qui commencent à jouer avec la data. Moi, ça fait 2 mois que j'ai pu taper une question dans Google. Je tape une question dans ce chat, il y a forcément quelqu'un qui est capable d'y répondre. Ça, c'est quand même incroyable. On a un comité hebdo. Comité hebdo, on commence à être une quarantaine, une cinquantaine. Mais ça reste, ça a un peu changé forcément. De 10 à 50, on a vu un peu de différence. Mais ça reste notre moment à nous, où on peut discuter de plusieurs sujets. Et on a aussi des data days, une fois par semestre, où on se retrouve toute la communauté data. Et là, on prend 2 jours pour travailler tous ensemble de manière focalisée sur une problématique métier. En plus de ces sentiments de communauté, on a vraiment une culture de prendre soin de l'autre en ayant du feedback les uns avec les autres. On n'est pas indifférent du progrès de nos collègues, bien au contraire. On est très content et on fait tout pour donner et recevoir du feedback. Et les deux sont très durs. Personnellement, j'avais beaucoup de mal à recevoir le feedback. Et donc on travaille souvent dessus. Donner du feedback pour permettre à l'autre de construire et apprendre à être dans une posture qui permet de recevoir le feedback pour s'améliorer. Derrière, pourquoi ça marche? C'est parce qu'on se donne le droit à l'erreur. C'est parce qu'aussi on s'encourage, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Et c'est parce qu'on a aussi une dernière volonté, c'est de s'assurer que tout le monde puisse avoir du sens et se construire. Ça fait que nos équipes, elles sont heureuses. Elles se sentent responsables, elles ont de l'autonomie, elles ont du co-développement et surtout, elles ont de l'impact au quotidien. Ça fait 9 principes. Je vais vous laisser avec le 10e, qui, je pense, est notre plus grande force. On part rarement dans de la théorie ou dans une vision à 6-10 mois. En fait, on se pose la question de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour la fin du mois? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la prochaine semaine pour apporter une solution à notre problème? Et ça nous force à être concret. Ça nous force à être pragmatique. Ça nous force à nous confronter très rapidement à la production, très rapidement aux clients, pour avoir au plus vite ce feedback qu'on recherche tant. Ça veut dire que si on a pour ambition de mettre en production un algorithme de machine learning pour lutter contre la fraude, en fait, déjà, on va commencer avec une première règle métier très simple. Et on va construire l'architecture autour. Puis, on va itérer.
Et donc j'aimerais vous laisser là-dessus et vous poser la question, d'après vous, quel sera votre prochain premier succès? Merci.